Département de Mongo, ici, c'est l'état de route qui plonge les populations en baisse d'activité. Avec le mauvais état des ponts, il est quasiment difficile de regagner la ville, avec tous les risques possibles. L'état de notre route est vraiment dégradant. Donc, nous avons deux ponts presque cassés. Nous avons premièrement le pont de Gala qui est cassé, donc nous passons maintenant dans l'eau. Quelque chose qui n'est pas vraiment qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des malades, il y a des urgences. Et imaginons-nous qu'il y a l'eau, que le pont, la rivière est vraiment inondée. Nous ne pouvons pas passer et ça peut appeler un mort d'homme. Et nous avons le deuxième pont d'Ouki, vers le deuxième canton. Le pont par le bas est cassé, le béton est déjà dans l'eau et les véhicules passent rien que sur les longrines qui sont où ils ont mis les madriers et la planche. Et lorsque les gros camions passent, le pont aussi bouge. Et la dégradation aussi de la route. Lorsque nous partons de Tchibanga jusqu'à la commune, c'est vraiment pénible. Vous-même, vous avez bien vu, même ne fût-ce que pour les croisements avec des motos ou des petites voitures, c'est des problèmes. Combien de fois les camions? Donc vous êtes passé, en tout cas tout le long de la route, vous avez vu le souci des ponts. Les ponts sont vraiment détériorés et pour passer par là, il faut forcément passer dans l'eau. Et quand il a plu, c'est ainsi que vraiment, c'est vraiment une difficulté. Vivement que des solutions soient trouvées pour booster l'économie dans cette partie de la province. La lutte contre les grands arbres se poursuit. Après les différentes voies secondaires, la mairie a multiplié sa sortie au tribunal de première instance de Tchibanga. Nous continuons donc cette opération d'élagage et d'abattage des arbres dans toute la ville de Tchibanga et dans les administrations. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous trouvons du côté du tribunal parce qu'il y avait déjà une grosse broussaille, n'est-ce pas, à l'arrière de ces bâtisses que vous voyez sur votre droite. Oui, donc il fallait chercher d'abord un abatteur qualifié. Donc, Monsieur Eric, pour ne pas faire sa promotion, bon, Monsieur Eric Mafaga, c'est un abatteur certifié et il a suivi des stages au niveau du centre de formation Valentin Minzamba. Et l'abattage, c'est savoir orienter les arbres. Alors, c'est ce qu'il a fait ce matin, ce qui fait que nous avons travaillé dans la dextérité, nous n'avons pas eu d'incident. Compte tenu que les agents de la SEG ont eu une mission d'urgence sur Mwabi, vous voyez bien que tant qu'ils ne sont pas là, ils n'ont pas descendu les câbles conducteurs de courant, on ne peut pas travailler donc sur ces arbres-là, sinon les éléments risqueraient d'être électrocutés. Alors pour éviter ces dangers, alors donc sécurité ou hygiène, hygiène du travail oblige, donc nous avons préféré laisser ces arbres-là en attendant que l'équipe de la SEG soit là. Notons par ailleurs que d'autres administrations seront touchées à la suite de cette opération. Résidence du gouverneur de la province de l'Anyanga, un site qui sera sous les projecteurs lors des manifestations marquant la première édition du coup de libération à l'ère de la 5e République. Des manifestations qui se dérouleront sous le regard du président de la République. Raison pour laquelle Séraphin Mundunga, vice-président de la République, est venu toucher du doigt quant à l'avancement des travaux de réhabilitation de cet édifice. Là, comme vous pouvez remarquer derrière moi, il y a d'abord les travaux de décapage du carreau qui se fait au niveau de la salle de fête. Il y a aussi les travaux de rehaussement du plafond. Un plafond qui était trop bas compte tenu du nombre de personnes qui sera dans la salle. Donc on a prévu rehausser le plafond. Y compris aussi les travaux d'éclairage extérieur, les travaux de climatisation, les travaux de peinture, les travaux de plomberie, l'électricité et tout ce qui va avec. Jour et nuit, les travailleurs sont à pied d'œuvre et les mesures sécuritaires sont démises. Et comme vous pouvez le constater, nos agents sont bien habillés, conformes, casque, gilet et chaussures de sécurité. Nous faisons aussi des analyses des risques. Tout ça dans le but de sensibiliser nos travailleurs pour que le travail soit fait dans les normes réglementaires et sécuritaires. Les responsables de l'entreprise ont donc 30 jours pour la livraison de ce chantier.
Il est désormais le délégué provincial de l'Union des bâtisseurs, parti au pouvoir. Jean-François Kumba Mabika a réuni les militantes et militants pour leur faire le compte-rendu du dernier congrès de ce parti. Je venais de présider cette réunion pour faire le compte-rendu effectivement de l'Assemblée générale qui a eu lieu à Libreville, tenue par lui-même le président, où il a nommé les responsables qui doit diriger effectivement dans chaque province. Nous, au niveau de la province de la Nyanga, nous avons des hauts cadres que je ne peux pas citer maintenant, que le président nous a fait honneur. C'est à ce titre que moi, en tant que délégué provincial, de présider cette réunion de compte rendu auprès de tous les bâtisseurs de la province de la Nyanga. À l'approche des prochaines échéances électorales, le délégué provincial de l'UDDB envoie les adhérents à ratisser large. C'est avant le combat qu'on peut nettoyer les fusils. Ce n'est pas après le combat qu'on peut nettoyer les fusils. Non, pour mieux sauter, il faut reculer. J'ai donné des instructions fermes. Le président nous a fait honneur. Il est temps, il est l'heure d'être sur le terrain avec tous les patriotes, les bâtisseurs. Hier, nous sommes sortis vainqueurs au référendum. Et au présidentiel, nous sommes sortis numéro 1. Donc, le président a besoin de sa majorité. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction totale. Voici un PEP Kit. C'est un petit sachet de rien du tout. Mais il est d'une utilité vitale pour les femmes dans l'est de la RDC. Des femmes comme Marie qui ont subi des viols. Je dormais quand ils sont entrés dans ma maison. Ils m'ont bandé les yeux avec un foulard. Je ne les ai pas vus. Depuis le jour où j'ai été violée, j'ai commencé à avoir des écoulements, comme une infection purulente au niveau des parties génitales. Ce sont mes enfants qui m'ont poussé à venir ici pour recevoir des soins. J'avais honte de parler à la médecin, mais elle m'a donné des médicaments pour les femmes violées. Je dois les prendre pendant 10 jours. Le sachet de médicaments reçu ne pansera pas sa souffrance, n'atténuera pas son traumatisme. Mais il lui évitera au moins des maladies dues au viol subi. Si la victime, dans les 48 heures, ne parvient pas à avoir les médicaments de prévention, il y aura des retombées sur sa vie, sur sa santé, disons. Elle peut développer le VIH, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, y compris aussi la grossesse aussi. Le PEP Kit contient justement des antibiotiques, une pilule VIH pour prévenir l'infection sous 72 heures, des tests de maladies sexuellement transmissibles et une contraception d'urgence. Mais ici, dans la réserve du centre de santé, le stock est en chute libre. C'est ça la quantité qui nous reste ici pour les kits PEP. C'est pourquoi nous demandons à notre partenaire de nous doter encore avec d'autres kits, afin que nous puissions aussi avoir ça, une quantité suffisante dans notre pharmacie stock. Depuis la décision du président américain Donald Trump de réduire les fonds dédiés à l'aide internationale, un contrat de fourniture de 100 000 de ces kits via l'agence américaine USAID a été annulé. Il devait réapprovisionner 2000 centres de santé. Une catastrophe dans l'est de la RDC où l'ONU recense plus de 67 000 viols depuis janvier. On estime plus ou moins à 50% de la réduction de l'offre de services suite à la réduction des financements qu'on a vécu en début d'année en RDC. Les plus gros impacts, on les voit sur les kits post-viol parce qu'il y avait un très gros contrat avec une ONG qui avait un rôle très central dans les mécanismes de coordination. Les autres organisations venaient en complément. Donc si cette ONG est partie, nous devons combler ces trous qui s'est créé. Désormais, seul 1/5 des zones sanitaires du Nord Kivu disposent encore d'un stock minimal de kits post-viol. L'ONU et les ONG tentent de collecter environ 35 millions de dollars auprès de divers donateurs et pays occidentaux pour compenser la perte de financement américain. Au temps de sa splendeur, l'île de Plantin était un carrefour commercial, une terre agricole,
un haut lieu de pêche situé à quelques kilomètres des côtes sierra-léonaises. Le territoire comptait plus de 5000 habitants. Il n'en reste que quelques centaines aujourd'hui. L'île, son histoire, sa population disparaissent sous les eaux. L'océan est une menace pour nous, pas un ami. Il est une menace pour nous, une menace. Vous allez voir vers 19h30, 20h, l'eau va monter. Ousmane Camara est à la fois l'imam et le directeur de l'école de Plantin. Sa mosquée a elle aussi subi les affres des eaux. Il a fallu l'abandonner. Il y a 2 ans, les vagues ont littéralement emporté une partie de l'école située en bordure de plage. Mais les cours y ont toujours lieu. Il n'y a pas d'autre option sur l'île. Les habitants se replient à l'intérieur, s'agglutinent au fur et à mesure que l'eau monte. Mais au moins, le continent n'est pas loin. Alors qu'à plusieurs heures de pirogue de là, sur l'île de Nyangai, dans l'archipel des Tortues, la désolation est la même, mais le sentiment d'abandon total. On distingue encore sous l'eau les bancs de sable qui constituaient l'île. En moins de 10 ans, sa surface a été divisée par 3. C'est ma terre, là où se trouvait ma maison. C'était ma chambre. Là, la chambre de mes enfants et celle de mon jeune frère. Je le dis du fond de mon cœur. Je ne crois pas que cette terre va subsister. Seule une bande de 200 mètres de long et 100 mètres de large surnage aujourd'hui. Et les familles ont pris l'habitude de se déplacer et de reconstruire toujours plus au centre de ce qui reste de l'île. Mais acheter du bois et de la tôle pour tout recommencer encore et encore coûte cher et l'angoisse du lendemain est permanente. On a perdu tant de choses, comme nos biens, nos animaux, de l'argent à cause de l'eau. On a fait appel à l'équipe de secours à Freetown, mais on n'a pas eu de chance. Au même moment, on a contacté le président du Parlement pour qu'il envoie une équipe pour nous secourir, mais ils ont refusé. Alors, on a fait de notre mieux pour sauver notre peau. L'île est en sursis. La vie quotidienne toujours plus compliquée. L'eau potable manque à cause de la salinité des sols. Les habitants dépendent d'un approvisionnement en vivres hebdomadaire par bateau du continent pour manger. Les anciens se souviennent de la forêt qui recouvrait l'île, des manguiers, des cocotiers qui les nourrissaient. Ne reste que la pêche, moins généreuse qu'avant ici comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, à cause là aussi du réchauffement climatique, de la surpêche. Ça fait des années qu'on donne l'alerte. Ils viennent avec des blancs et des fonctionnaires du gouvernement. Ils prennent des photos et nous disent que l'aide va arriver, mais ça fait 20 ans et on n'a rien reçu. L'eau continue de venir nous détruire et on n'a nulle part où aller. Les autorités ont conscience du problème. Elles n'ont pas de solution, mais n'aident pas financièrement les populations à quitter ces îles pour s'installer définitivement ailleurs. Une relocalisation trop coûteuse pour un pays déjà fragile économiquement. La Sierra Leone est l'un des pays les plus menacés au monde par le changement climatique. Selon les autorités, plus de 2 millions de personnes vivant sur les côtes risquent de perdre leur habitat et leurs moyens de subsistance à cause de la montée de l'océan.